Et le mot archétype est maudit. Maudit, c'est la première définition. Il est maudit depuis l'anathème lancé sur lui, lancé sur Jung par Freud. Ce n'est pas un anathème simple, puisque Jung était quasiment son fils adoptif, ou tout du moins le non-juif dont il espérait qu'il allait transplanter la psychanalyse en terre aryenne. Et il a été complètement déçu par Jung et notamment sa notion d'archétype. Donc c'est un terme qui n'est absolument pas employé dans, dans ma discipline, on peut dire, mais évidemment il a des correspondances. Il a des correspondances. Donc au prix d'accepter quelques, quelques modifications de sens qui sont sérieuses, on peut retrouver des équivalents de la notion d'archétype, c'est-à-dire ce qui se répéterait semblablement à titre de symbole ou de processus identiques pour tout individu, pour chaque individu pris séparément et pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire, si on accepte cette légère modification qui rend le terme d'archétype beaucoup plus souple, à ce moment-là, on peut parler d'archétype en psychanalyse tout à fait à juste titre. Il existe peut-être un équivalent général de la notion d'archétype, mais qui le transforme complètement quand même, qui le métamorphose, c'est le terme de structure. Alors, si on considère une équivalence de structure avec l'archétype, à ce moment-là, tout sujet tombe sous le coup d'une certaine structure. Mais cette structure, c'est un habit vide. Donc ça vide la notion d'archétype à cet égard de beaucoup de son sens, puisque on est certain de retrouver chez tout sujet une structure, le simple fait qu'il parle, c'est-à-dire toute parole est modélisée par une certaine structure, sujet, verbe, complément, et le tout doublé par un certain fantasme. Donc on retrouve ces fantasmes chez toute personne qui parle. Toute personne qui parle, par exemple, n'importe quelle parole est structurée par un petit nombre de fantasmes. On entend quelqu'un qui se plaint quand il parle, qui se plaint tout le temps, il pleut, ceci, cela. Ou bien qui raconte perpétuellement les accidents qui lui sont arrivés. Donc, on peut dire la plainte est l'archétype structural de sa parole. Il y en a d'autres qui agressent tout le temps, c'est-à-dire toute parole comporte ce type d'agressivité, plus ou moins civilisée. Les gens drôles, par exemple, la drôlerie a une dimension meurtrière pour quelqu'un. Si c'est l'interlocuteur, tant pis pour lui. Si c'est quelqu'un d'autre, comme c'est le cas pour les personnes civilisées, c'est déjà mieux. Et si c'est celui-là même qui parle, tout le monde est sauvé. Mais il n'en reste pas moins que la structure archétypale de son dire est cette agressivité, ce meurtre fantasmatique porté par la parole. De même, par exemple, le fantasme de séduction. On entend bien quand quelqu'un parle, s'il cherche à séduire ou s'il est séduit par son interlocuteur, c'est-à-dire généralement s'il n'arrive pas à parler parce qu'il est bloqué par la séduction, ou s'il est séduit, s'il est séduit ou s'il séduit. Quelqu'un qui parle d'un auteur, fait une conférence sur un auteur aussi érotique que Kant, par exemple, eh bien, peut passer son temps à séduire en même temps. On voit bien comme ça la dissociation entre le fantasme qui porte la parole et ce qu'elle dit, qui peut avoir aucune espèce de rapport. Donc c'est déjà une première notion c'est une notion de la structure qui à la fois vide la notion d'archétype de tout son sens, c'est complètement vidé de sens.
Et pourtant, dans la mesure où il s'agit de la répétition de la même chose pour toute l'humanité, sans aucune espèce d'exception, on peut faire une équivalence entre, en tirant les cheveux, il faut bien dire, structure et archétype. Maintenant, pour prendre un sens beaucoup plus jungien, au fond, on est toujours ramené au sens jungien d'archétype dès qu'on parle de l'archétype maintenant. C'est pour ça que c'est maudit. Dire qu'il y aurait une fixité de certaines images pour toute l'humanité, en règle générale, c'est tout à fait improbable. Par exemple, certaines personnes, certains analystes, entre guillemets, analystes jungiens éventuellement, peuvent trouver une vision archétypale du poisson. Le poisson, c'est quelque chose d'un peu phallique, tout ça. Bon, c'est un exemple. Et chaque fois qu'ils entendent parler de poisson, ils lèvent l'oreille en disant il parle trop de poisson, donc c'est un obsédé sexuel ou quelque chose comme ça. Or, le poisson, ça peut être aussi bien un poisson rouge vu dans l'enfance, aucun rapport avec le phallus, c'est le poisson de ma grand-mère, ça peut être aussi bien poisson comme analogie à boisson, quelque chose qui se boit. Donc, il y a une démolition de la notion d'archétype dans les associations qui sont faites par chaque personne. Et on peut dire que dans presque tous les cas, on ne trouve pas d'archétype dans les rêves ou dans les associations ou dans les images qui viennent spontanément. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'en trouve pas, c'est tout archétype est un archétype individuel. Donc, s'il n'est pas généralisable, il disparaît comme archétype. Maintenant, je ne serai pas aussi rigoureux et il existe sûrement quelques archétypes qui sont archétypaux dans la mesure où ils ressemblent, où ils donnent consistance au refoulement originaire, c'est-à-dire une première étape du refoulement de tout sujet qui fait qu'il refoule, on peut dire en naissant, ce qui le détermine, il se libère en refoulant, on peut dire, dès qu'il naît. Et là, il existe des images dont il faut bien reconnaître qu'elles sont à peu près les mêmes pour tout le monde, en tout cas pour un grand nombre des analysants que j'ai ou que j'ai eu. On peut retrouver de temps en temps apparaître les mêmes images. Je crois qu'elles sont archétypales au sens du refoulement originaire. Refoulement secondaire, ça peut aller dans n'importe quel sens, n'importe où. C'est une affaire purement subjective et individuelle. Alors, comme image de archétypale, ce seraient les seules images archétypales au sens propre du point de vue analytique. Il y en a quelques-unes. Par exemple, les dents qui tombent. Les dents qui tombent, ça, on peut retrouver ça chez un grand nombre d'analysants. Ce sont des rêves angoissants, parce qu'ils, rapport au refoulement originaire, la dent représentant en quelque sorte le corps entier, c'est-à-dire la perte du corps à la place du corps lui-même. C'est une représentation assez courante du refoulement originaire. De même, le fait de voler, le fait de s'envoler dans les airs, c'est une belle figuration de la signification phallique, de la signification du corps comme phallus maternel, c'est-à-dire un espèce d'objet volant, un espèce d'objet enlangé comme un bébé, quelque chose qui flotte, qui vole, ou qui coule dans l'eau, ou la représentation d'un corps qui n'arrive plus à bouger, qui se déplace très lentement, qui n'arrive pas à son but, qui est paralysé par un animal sauvage, énorme, des images de ce genre-là. Ou bien encore, dans les rêves, la certitude d'avoir tué quelqu'un, ou d'avoir enterré un cadavre quelque part, de rencontrer un double. Tout cela, ce sont autant de représentations du corps en tant que
signifiant du premier jour, signifiant phallique, pour toujours perdu, une sorte de double, une sorte d'hallucination du double. Alors ça, on peut dire que ce sont autant d'images archétypales. J'en ai donné quelques exemples. Je veux dire qu'il n'y en a probablement pas beaucoup plus. Il n'y en a pas beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est les premières idées que m'évoque cette notion d'archétype. Non, il n'y a aucune espèce d'unanimité. La psychanalyse est une science qui remplit des bibliothèques. Et dans ces bibliothèques, il y a beaucoup d'options très divergentes. Il est probable que ce que je raconte, je ne sais pas, j'ai peut-être des collègues qui diraient des choses un peu analogues, en particulier pour casser du sucre sur le dos de Jung. Tout le monde, la plupart des analystes rejettent par principe cette notion d'archétype. Non, 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 tous les psychanalystes se rejettent entre eux, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, non, à peu de choses près. Okay. Et ceux qui ne se rejettent pas, c'est les pires. Je veux dire, ceux qui font bande, groupe, et ainsi de suite, ou armés, qui sont tous d'accord. Ça veut dire que, je veux dire, l'élaboration de la théorie psychanalytique, bon, il existe une science de la psychanalyse dans les bibliothèques, etc. Enfin, il y en a vraiment beaucoup maintenant de théorisation qui donnent une grande consistance à cette connaissance. Maintenant, chaque psychanalyste absorbe cette connaissance peu à peu. Donc, personne n'est au même niveau que personne et tout le monde est en désaccord avec tout le monde. Ce serait amusant de faire une enquête sur les concepts de la psychanalyse les plus simples qui pourraient passer pour archétypaux. Par exemple, qu'est-ce que le complexe d'Oedipe? Le complexe d'Oedipe est-il un archétype au sens de ce qui se retrouve pour tout le monde? C'est un archétype, donc je veux dire, on peut dire que si on confond, ce qu'on peut faire aussi, autre confusion, j'ai démarré sur l'équivalence entre archétype et structure. Je pourrais en dire autant, faire une analogie, une approximation entre archétype et puis concept. Le concept étant ce qui est chiffrable, ce qui est mathématique, qui revient toujours au même endroit, donc analogie qui peut être dit archétypale, on peut le dire dans ce sens-là. Auquel cas, tous les grands concepts de la psychanalyse peuvent être, en tirant encore une fois un petit peu la notion d'archétype par les cheveux, rangés sous le terme du concept et dire, par exemple, complexe de castration, complexe d'Oedipe, pour reprendre les plus gros noyaux des processus inconscients, sont archétypaux. C'est pas si loin que ça de la notion courante d'archétype. Mais si on interroge les psychanalystes un par un, qu'est-ce que c'est pour vous le complexe d'Oedipe? Qu'est-ce que c'est pour vous que le complexe de castration? On aurait sûrement des réponses assez différentes et fausses pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'analystes considéreraient que leurs collègues sont vraiment des comiques. Donc, voilà. Donc c'est une question difficile à formuler, mais elle est quand même assez claire et la réponse vient tout de suite à partir du moment où on parle de la notion de concept que j'ai amené à l'instant dans sa référence au chiffrable. Si on fait une telle extension, c'est évident qu'on peut dire que dès qu'il s'agit de ce qui est chiffrable, toute la nature peut répondre du chiffrable.
je veux dire, il est chiffrable que l'ADN du taureau va se retrouver dans l'ADN du taureau. Donc l'ADN, on peut dire à ce moment-là aussi que c'est un archétype. Je veux dire, pourquoi pas, hein, pourquoi pas si on procède par extension comme ça, le conceptuel se retrouve en philosophie. Les philosophes sont très friands de concepts auxquels ils tiennent durement. La philosophie est une science dure, contrairement à ce qui se dit, parce que pour eux, pour les philosophes, les concepts sont des notions vitales pour lesquelles ils s'écharpent. Alors que dans les sciences en apparence molles, je dirais qu'elles sont molles, la psychanalyse est une science molle, mais elle est une science molle parce que le concept, il est secondaire, il est pliable à l'expérience. Il est pliable à l'expérience, il est secondaire à un processus qu'il inscrit comme archétype répétable. L'archétype, c'est ce qui se répète. Autre définition de l'archétype sur la base de la répétition. Alors là, on peut dire c'est toute la psychanalyse, c'est le désir lui-même, la répétition, ce qui se répète. C'est chiffré, c'est mathématique, c'est le destin. Alors, finalement, on part très loin. Si on sort dès qu'on veut faire des petites analogies pour s'expliquer, en fait, on va très loin. Et donc, on peut dire que les archétypes sont aussi dans la nature, dans les étoiles dont la course est calculée, dans la marée, dans les océans qui sont millimétriquement programmés. Voilà. Et Freud, par exemple, s'est servi de quelques notions d'ordre purement naturel pour introduire des concepts majeurs de la psychanalyse, comme par exemple la pulsion de mort. La pulsion de mort, il a commencé par dire voilà, il faut se reproduire pour éviter à la mort. La vie est appuyée sur la mort, etc. etc. D'où l'invention d'une pulsion de mort qui, après cet échafaudage naturel de correspondance avec la vie naturelle, en quelque sorte, on enlève l'échafaudage et on extrait un nouveau concept pour la psychanalyse, le concept de pulsion de mort. On peut dire que c'est archétypal aussi, si on veut. Je veux dire, finalement, on s'aperçoit que c'est une vraie savonnette, cet archétype. On peut le retrouver partout, en faisant avec un peu de bonne volonté, c'est-à-dire en ayant une conception molle du concept, qui est la façon de procéder de la pensée psychanalytique, qui n'est pas rigide, qui s'adapte au processus. C'est ça. Voilà, pour Jung, sûrement pas, puisque Jung, au contraire, retrouve les mêmes images pour les mêmes significations pour tout sujet. Or, avec les définitions souples que j'ai essayé de donner, dont d'ailleurs la même chose que ce que tu viens de dire, au fond, je vois que je suis tout à fait dans cette problématique. L'archétype, comme structure, est forcément toujours une prédisposition, un pré-archétype. Par exemple, la bisexualité, Freud l'a toujours définie comme prédisposition, c'est-à-dire tout sujet a une prédisposition bisexuelle, ce qui fait que pour refouler cette prédisposition qui est absolument insupportable, parce qu'on ne peut pas être en même temps homme et femme, eh ben, on refoule une des parties pour être uniquement genré d'un seul côté, même si on doit changer 5 minutes après ou 1 heure après. C'est un problème de processus à ce moment-là. Donc la prédisposition, elle est tout à fait cohérente avec le terme de préarchétype. Préarchétype, je veux dire, on peut dire à ce moment-là, en généralisant une fois de plus, avec un petit coup de pouce, dire masculin et féminin, c'est des archétypes, au fond, qui sont toujours faux. Puisque c'est sur la base d'une prédisposition bisexuelle qu'il faut refouler pour chacun une part de la bisexualité.
Donc il est toujours faux que nous soyons un homme ou une femme. C'est toujours faux. Voilà. Donc avec ça, évidemment, c'est un peu angoissant, mais on se débrouille. On bricole. Voilà. Donc la notion de pré-archétype, oui, c'est une notion intéressante. Post-archétype, je vois pas, c'est ce que le terme. Sous-archétype ou méta-archétype Oui, tout ça, ça revient au même, un peu comme une notion, au sens où il y a une doublure archétypale qui continue de fonctionner pendant tout le processus, par exemple, pour reprendre le processus de sexuation dont je viens de parler. À titre de la bisexualité fonctionne comme méta-archétype de la séduction. Dans une scène de séduction, un homme séduit une femme pour ne pas être une femme lui-même. Donc c'est l'angoisse de sa féminisation est le méta-archétype de son effort donjuanesque, par exemple. Non, on peut dire qu'il y en a forcément une dès qu'on introduit un autre terme, celui de processus. Alors, c'est comme ce que je disais pour la sexuation. Dès qu'on parle d'un processus, on voit qu'il y a une évolutivité dans, par exemple, le complexe d'Oedipe. Il y a une évolutivité qui peut rester bloquée pour des raisons traumatiques. Alors là, on aura l'impression qu'il y a un archétype pour un archétype, quelque chose qui fonctionne de manière équivalente pour tout le monde. Sur le point, si on s'accroche à un point particulier de la structure, c'est-à-dire par exemple la nostalgie de la mer. On peut dire que c'est archétypal dans ce sens-là, mais c'est purement au sens d'un arrêt sur image d'un processus, parce que la nostalgie de la mer est aussitôt suivie d'une horreur de la mer. On peut dire ça ne tient pas en place. Ça ne tient pas à place. Je veux dire, il y a une tentative, il y a un processus de dissolution constant de l'archétype, la dissolution du complexe d'Oedipe, qui est nécessaire par exemple au moment de la séduction, au moment de faire l'amour ou des choses comme ça. Ce serait une activité impossible s'il y avait un blocage sur l'amour de la mère ou bien l'angoisse de castration par le père. C'est donc forcément pris dans des processus, c'est ça. La notion de structure en psychanalyse, elle a ça de dangereux, c'est qu'elle risque de faire oublier celle de processus. Aucune structure ne fonctionne autrement que de manière mouvante, contre-déterminée par ses propres impossibilités qui sont la règle. La structure d'Oedipe, c'est une impossibilité. Avec le complexe d'Oedipe, il ne devrait pas y avoir de rapport sexuel. Or, à l'heure qu'il est, les trois quarts de l'humanité ne pensent qu'à ça. Et une partie heureuse est en train de le faire. Donc on ne peut pas dire que la rigidité archétypale qui devrait pousser tous ceux qui ont traversé le complexe d'Oedipe à ne pas y arriver, ben non, au contraire, ils y arrivent. Ils y arrivent en fuyant. Voilà, dans l'angoisse peut-être, mais ils y arrivent. Voilà. Non, je veux dire, j'ai parlé en même temps de tout ce qui rentrait en contradiction. Par exemple, la rigidité, en principe, ça rentre en contradiction, mais il y a des rigidités. Les symptômes sont des moments de rigidification de la structure sur certaines impossibilités qui vont se localiser dans le corps. Donc, en principe, il y a une contradiction avec tout ce qui est qui fige le processus. Voilà. Je ne me pose pas la question puisque je ne m'en sers pas. Je ne me sers pas de ce concept, je me sers de tous les autres dont j'ai parlé.
dire que ce soit utile d'y réfléchir, oui, la preuve, puisqu'on voit bien qu'il y a des correspondances avec sûrement bien d'autres disciplines. Donc, il faut se fermer aucun champ de recherche. Peut-être que grâce à cette conférence, je vais avoir une idée lumineuse tout à l'heure, ça m'aura fait penser à lever des problèmes qui existent, par exemple pour définir ce que c'est que le concept en psychanalyse. C'est pas évident, c'est pas évident du tout. Donc, on ne sait pas, il ne faut pas se fermer les portes de recherche éventuelles.